un pétrole cher, un coût de l'énergie en hausse, l'artificialisation des sols qui commence à avoir des conséquences tangibles, puis la congestion et la nuisance de 40 millions de véhicules, et surtout l'urgence climatique. Comment changer de modèle en prenant en compte ce qui existe déjà? Et comment encourager la densité quand autant de Français disent rêver de vivre loin les uns des autres? L'aménagement du territoire et nos modes de vie. S'il y a des sujets qui n'ont pas été évoqués pendant cette campagne présidentielle, c'est peut-être cela. Des sujets pourtant essentiels à l'heure où il est demandé aux candidats d'avoir un plan pour résoudre les problématiques environnementales et la possibilité de changements assez profonds de nos moyens de déplacement. Alors pour revenir sur ces sujets, j'ai invité Aurélie Delage, qui est urbaniste et géographe, et Camille de Après l'effondrement. Ils ont participé à un live sur notre chaîne Twitch où ils ont répondu à vos questions. Une question de Scorpino, l'idéal ne serait pas des villes de 100 000 habitants concentrées, sans étalement urbain et avec des usines à l'extérieur? Le problème c'est qu'on vit pas dans City Skyline ou SimCity, le problème c'est qu'on peut pas juste faire un drag and drop de la souris et on fait supprimer et on reconstruit comme on veut. C'est ça. On a peut-être fait une bêtise économique, écologique. Comment est-ce qu'on l'adapte? Comment est-ce qu'on réhabilite ça? On fait avec voilà, une épine dans le pied, elle est là, et comment est-ce qu'à défaut de l'enlever, on la rend moins douloureuse? Entre l'augmentation du prix de l'essence et de l'énergie, avec l'urgence climatique et le Covid qui ont changé la manière dont on a vécu pendant un long moment, nous arrivons à la fin d'un modèle, et malheureusement, cette campagne présidentielle n'est pas vraiment à la hauteur sur ces sujets. Pour avoir une idée du futur aménagement du territoire, on doit se raccrocher à des annonces un peu éparpillé. C'est le rêve de millions, de dizaines de millions de Français de pouvoir avoir une maison individuelle et vendre comme rêve de mettre des gens à vivre dans les immeubles qu'il y a derrière vous de manière obligatoire. C'est quand même une idée toute macroniste. 1 million de gens qui vont travailler, qui du coup peuvent avoir un plan pour posséder leur appartement si entre-temps nous n'avons pas réussi à en produire en quantité suffisante de bonne qualité. Mais une nouvelle fracture sociale s'est creusée entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas, et qui, pour certains, ont été touchés de plein fouet par la hausse du prix de l'essence. Je sais ce qu'est la dépendance à la voiture. Je sais que dans beaucoup de territoires, on ne peut pas aujourd'hui se passer de la voiture. Les gens qui habitent les métropoles, les vainqueurs de la mondialisation, ceux qu'on caricature sous le terme de bobos, c'est eux qui se soucient du climat, c'est eux qui votent vert, c'est eux qui veulent des villes avec des vélos, etc. Aujourd'hui, la voiture devient une source d'inégalité. Or, beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix que de la prendre. Aidons-les et demandons à ces grandes compagnies pétrolières d'apporter leur contribution. Et si elles ne le veulent pas, crac, on prend. L'arrêt de la voiture thermique, subventionner le véhicule électrique, relancer le train, isoler les logements ou faire en sorte que certaines administrations quittent Paris pour s'installer dans d'autres villes françaises. Au-delà de ça, peu de programmes sont vraiment consistants et tentent vraiment de présenter une France où on habite et où on se déplace différemment. Les programmes de Jadot, Mélenchon, de Hidalgo ou de Poutou sont un peu plus cohérents que les autres sur ces sujets. Ils posent en tout cas clairement la non-soutenabilité écologique et économique de la manière dont on se déplace. Mais par contre, ils le font sans vraiment remettre en question l'aménagement du territoire et surtout la manière dont on habite. Le focus est sur les moyens de transport alternatifs. Un point qui s'explique selon Camille de la chaîne Après l'effondrement. On a un véritable défi, il y a énormément de sujets et notamment sur les mobilités et dans l'aménagement urbain. Alors la vidéo c'est exactement ça, c'est la fin du pavillon, c'est comment on le vend, comment on dit politiquement ce genre de choses, comment est-ce qu'on arrive à ce que ça soit entendable. Parce que là quand tu disais écologie punitive, c'est ça, on a tout de suite ce réflexe mais à partir du moment où on n'a pas cette approche bienveillante, alors qu'elle est bienveillante mais collectivement, à partir du moment où on parle de contraintes, on parle de limites, là c'est pas possible, ça peut pas être une solution, on est bien entre nous, il faut cette bienveillance, sauf que ça fait partie du jeu et ça c'est malgré nous. Si les programmes qui prennent les questions de changement de moyens de transport au sérieux sont plutôt à gauche, c'est pas vraiment surprenant. Il s'agit d'un changement de société important, et il n'est pas étonnant que les partis plus à droite, généralement plus conservateurs, cherchent justement à conserver les choses telles qu'elles sont. C'est littéralement une de leurs raisons d'être. Mais cela pose par contre la question de l'adaptation de notre société à son environnement. Donc au prix des énergies, aux contraintes de l'émission de carbone, mais aussi à ses propres changements internes. Peut-être premièrement sur adapter le parc existant. Déjà, il faut prendre conscience que l'existant n'est pas forcément adapté. Il était adapté à la demande il y a peut-être 20, 40, 100 ans. Il n'est peut-être plus forcément adapté à la demande d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, la structure familiale, elle a changé. Donc ça veut dire qu'on a besoin de plus en plus de logements parce qu'il y a
la population augmente, mais aussi parce que les besoins de la population augmentent. Quand la famille dont je parlais tout à l'heure divorce, ça veut dire qu'il va y avoir besoin de 2 logements, alors qu'avant il n'y en avait plus, il y en avait besoin que d'un seul. Et puis avec l'allongement de la durée de la vie, le nombre de personnes, notamment âgées, seules dans leur logement, fait que peut-être qu'elles ont besoin d'un logement qui va être adapté au grand âge. Donc les immeubles sans ascenseur, c'est plus forcément possible pour ces personnes-là. Toutes ces tendances pointent vers un besoin de densité, de faire que les Français vivent un peu plus proches les uns des autres. Un mot qui, à droite comme à gauche, est complètement absent de cette campagne présidentielle. À la place, on nous parle surtout du train ou de voitures électriques. Des choses qui peuvent être des solutions, mais qui ne posent pas la problématique globale. La voiture électrique, par exemple, c'est une solution de facilité. Elle tient dans ma main, regardez, votre problème, j'ai cette solution. Il est résolu. On parlait de tout coût caché de l'énergie. En écologie, le problème, c'est que souvent on parle du réchauffement climatique comme le problème central, mais la vidéo le montrait, c'est que notre mobilité à la voiture, elle crée également une emprise de voirie qui est hyper conséquente, qui a des conséquences sur les inondations, sur l'artificialisation des sols. Cette solution de facilité a aussi des coûts cachés. C'est un truc qu'on a déjà mentionné dans notre épisode. Et un article de Mieux vivre son argent cite un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Le jour où l'immense majorité des voitures auront basculé en électrique, l'État devra absolument compenser les 40 et quelques milliards d'euros que lui rapportent les taxes sur les carburants. Il faudra inventer une nouvelle fiscalité. Bref, personne ne veut en parler dans cette présidentielle. Mais le sujet est bien là, notre futur est sans doute plus dense. Et ça pose la question de l'acceptation sociale de la chose. Un point que nous n'avons pas vraiment développé dans l'épisode, mais que connaît assez bien Aurélie Delage. Aujourd'hui, réfléchir à de la densité socialement acceptable, c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut vraiment se poser la question de la spécificité du quartier, du lieu. Ça veut dire faire de l'urbanisme de dentelle, c'est-à-dire que au lieu de bitumer un lotissement à l'extérieur de la ville, il va falloir réfléchir le bâtiment. Alors comment est-ce qu'il est exposé? Il est entre 2 murs. Là, il y a un vis-à-vis. Alors non, là, je vais peut-être mettre une terrasse comme ci. Et si je décale mes terrasses à chaque étage, chaque appartement peut-être pourrait avoir une terrasse sans avoir le vis-à-vis avec les voisins. Direct, ouais. Donc ça, il y a plein de solutions qui existent en fait. Si cette politique de l'aménagement du territoire semble oubliée par la politique nationale, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. En fait, il se passe des choses, mais c'est au niveau plus local. C'est qu'il y a une prise de conscience et que donc ce trio des acteurs, enfin propriétaires fonciers, élus et promoteurs, qui allaient un peu à la facilité pour faire de la marge en fait, pour faire du profit. Aujourd'hui, les élus notamment se rendent compte qu'ils doivent se réapproprier la façon dont ils commandent du logement et donc par exemple dans un règlement de lotissement ou dans un règlement de ZAC, c'est-à-dire une zone d'aménagement concerté, qui est une forme d'urbanisation, alors un outil d'urbanisation, en fait ils sont de plus en plus exigeants. Pour rappel, l'âge moyen des élus est de 58 ans. La plupart ont grandi dans un monde avec un pétrole peu cher et où le progrès, c'est de prendre une terre agricole pour en faire un lotissement. Ils ne sont pas tous sensibilisés aux problématiques actuelles, et en tant que citoyen, vous avez tout à fait la possibilité de leur expliquer votre réalité, votre analyse des choses et vos demandes pour le futur. Parce que la politique française ne s'arrête pas à l'élection présidentielle. Et cette vidéo ne s'arrête pas là non plus, d'ailleurs. Je veux aussi profiter de l'occasion pour revenir sur 4 thèmes qui ont été récurrents dans les commentaires de notre vidéo sur l'urbanisme. Avec un nouvel outil développé par Julien de notre serveur Discord, on a pu se rendre compte que certains thèmes revenaient assez régulièrement dans nos commentaires. Et un de ces termes, c'est le mot population. Et si le problème, c'était justement le nombre de Français. D'abord, il faut prendre en compte que la France n'est pas un pays dense. Nous ne marchons pas les uns sur les autres, mais du tout. La densité est de 120 habitants au kilomètre carré, ça laisse quand même de la place pour tout le monde, et il y a des endroits en France qui sont même très vides. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre que jouer sur la démographie, c'est un des trucs les plus compliqués à mettre en place, et ça produit des effets qui sont quasiment impossibles à gérer par la suite. Pour prendre un exemple, les politiques de l'enfant unique qui ont été mises en place en Chine, notamment, créent des problèmes majeurs des décennies plus tard. Surtout qu'en France, il y a déjà pas beaucoup d'enfants à naître avec un taux de natalité de 1,7. En fait, l'inquiétude est plutôt inverse, c'est celle d'un vieillissement de la population. Donc, il est assez difficile de compter sur un abaissement du nombre de Français, et l'impact de toute façon serait assez limité. L'autre terme qui a beaucoup été utilisé en commentaire, c'est le terme de télétravail.
Un point qui a été abordé par Orly Delage qui nous parle justement des premières études sur le sujet. Par rapport à l'articulation avec les mobilités, déjà il y a des chercheurs qui ont montré que le télétravail ne réduisait pas forcément les mobilités, ça changeait juste la répartition des mobilités. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire que vous allez travailler 5 jours par semaine dans votre zone d'emploi, vous allez faire domicile-travail, travail-domicile, et vous allez vous arrêter entre les deux, faire les courses. Mais peut-être que du coup, vous allez gérer, vos enfants vont peut-être prendre le bus pour aller à l'école, au collège, etc. Va y avoir une certaine organisation. Si vous télétravaillez, ça va certes être le jour où vous n'allez pas à votre bureau, mais vous allez peut-être aller chercher vos enfants en voiture, donc c'est ce qu'on disait au tout début de la conversation, faire plusieurs allers-retours. Vous allez peut-être aller au sport, faire une activité de loisir ou une activité culturelle, donc vous allez prendre votre voiture pour faire autre chose. Et donc en fait, la somme des déplacements n'est pas forcément moindre quand on télétravaille que quand on travaille 5 jours par semaine à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des possibilités de faire des choses avec le télétravail, mais il ne suffit pas de travailler chez soi pour faire moins de kilomètres au quotidien. Ça permet à la rigueur d'éviter quelques problèmes de congestion, mais pour l'instant, le télétravail n'empêche pas un besoin de densité. Un autre point qui est revenu assez régulièrement, c'est celui de rapprocher les activités des zones périurbaines. Et j'ai l'impression que ce qui est souhaité, c'est justement de garder le mode de vie périurbain, tel qu'il existe aujourd'hui, mais en essayant de redynamiser les centres-villes. Et ça, c'est une idée qui n'est pas vraiment nouvelle. Ce qui était montré là sur Créteil et puis aussi sur les villes nouvelles, ça permettait de répondre un petit peu à la question de tout à l'heure sur mettre l'emploi dans les zones périphériques. Justement, la politique des villes nouvelles dans les années 70, donc une politique étatique, très fort volontarisme de l'État de changer un petit peu les choses, d'aménager le territoire notamment autour de Paris. L'idée, c'était justement d'avoir ces villes nouvelles qui poussaient, donc c'est Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise, Évry, qui poussaient sur les terrains agricoles où il y avait à la fois de l'habitat de bonne qualité, avec les standards de la vie moderne à l'époque, de l'emploi, des services et des transports en commun, c'est-à-dire le RER. Et donc ça, c'était le but à la base, c'était vraiment ça, c'était d'avoir ce... En fait, le gros spectre, c'était les cités dortoirs. On voulait surtout pas qu'il y ait des endroits où les gens ne fassent que dormir. Et il y avait une volonté, alors c'était le projet initial, ça n'a pas toujours été réussi à être mis en œuvre parce que c'était compliqué. Mais le projet initial, c'était vraiment de créer des polarités à l'extérieur de Paris pour que les gens n'aient pas besoin d'aller à Paris tout le temps. Mais là, il faut bien constater que ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 70, c'est tout l'inverse qu'il s'est passé. Les petites villes se sont vidées de leur centre et de leur activité au profit justement de la grande ville d'à côté qui va voir se multiplier les zones commerciales et les zones d'activité. Une autre question, une question de Monsieur Bidouille justement, quel est le rôle des fameuses zones commerciales dans l'urbanisme et envisage-t-on de dépasser ce modèle? Excellente question. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'étalement urbain résidentiel, mais on pourrait parler de l'étalement commercial, de l'étalement des activités en fait. Et ça a été un peu un duo infernal dans ces grandes années 80 où donc il y avait un peu tous les voyants qui étaient ouverts pour l'étalement urbain en France. Donc la voiture, la société de consommation, l'accession, les crédits immobiliers, la possibilité d'accéder à la propriété, les lois de décentralisation qui donnaient aussi des pouvoirs aux maires. Enfin voilà, il y a eu un tout était réuni et c'était le but politique. Voilà. C'était voulu. C'était en tout cas très 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 fortement aidé. Il y a eu le deuxième volet, c'était les zones commerciales. Et alors moi je travaille dans les Pyrénées-Orientales, c'est un des départements où le nombre de zones commerciales par habitant est l'un des plus élevés de France. Ça s'explique comment ça? Parce que on a, en fait, on a créé. Alors il y a plein de mécanismes d'attribution de ces zones commerciales en fait qui dérogent au droit commun. Et donc voilà, ça a été quelque chose de facile. Il y a eu un article dans Le Monde diplomatique l'an dernier qui expliquait en fait le financement des partis politiques, notamment par les caisses, les commissions d'attribution de zones commerciales. Donc il y avait des intérêts bien compris. Quand je parlais tout à l'heure du triangle d'or élu-promoteur, bon, là il y a eu des choses, des intérêts gagnant-gagnant de part et d'autre, quoi. D'accord. Aujourd'hui, par contre, les robinets sont vraiment refermés. Pour répondre à Monsieur Bidouille, c'est vrai que en fait, l'étalement urbain a été main dans la main avec l'étalement commercial parce qu'avec le modèle du pavillon individuel hors de la ville, venait c'était même pas le supermarché, c'était l'hypermarché où on va faire toutes ces courses. On n'a même plus besoin d'aller en ville. Alors, il n'est pas possible de faire revivre les centres-villes et d'y relocaliser des emplois si le mode de transport majoritaire est la voiture.
De la même manière, il n'est pas facile de transformer un quartier ou un village pensé pour la voiture en une zone très bien desservie en transport en commun. Pour faire une ligne de bus efficace, avec des passages fréquents, y compris en soirée, il faut avoir beaucoup de gens qui habitent proche des arrêts. Ça demande une certaine densité de population et que cette population choisisse de prendre le bus régulièrement. Nous en sommes très loin dans la plupart des communes périurbaines. Et c'est le même problème pour les entreprises et les commerces. Ils ont besoin d'avoir suffisamment de personnes à côté pour avoir des salariés et des clients. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui habitent dans une petite commune ne font pas leurs courses dans leur village, malgré le petit magasin qui existe encore. Tant que les zones commerciales seront plus simples d'accès que les commerces de centre-ville, il ne faut pas espérer que ça change. Ce qui nous amène justement aux politiques de mobilité dans beaucoup de villes. Des politiques qui sont très violemment critiquées sur les réseaux sociaux, mais qui d'une manière assez paradoxale vont au-delà des clivages politiques. Du maire très à droite de Béziers à l'écologiste de Lyon, toutes les villes ont des politiques similaires. C'est passage du centre-ville à 30 km/h, suppression des stationnements, et puis le développement de transports en commun. Des politiques qui se font parfois aussi dans la douleur. Les mobilités, elles sont en concurrence. Et il y a parfois cette vision un petit peu bienveillante de se dire que un moyen, par exemple, de limiter l'essor de la voiture individuelle en ville, c'est simplement d'avoir une alternative. Le problème, c'est qu'il y a aussi un levier qui n'est souvent pas mis en avant par les politiques publiques parce que c'est totalement invendable, mais en fait, c'est la question de la contrainte. C'est-à-dire qu'une personne qui galère à se déplacer en ville avec sa voiture, vraiment où il trouve que c'est vraiment pas agréable de rouler en ville, là il va réfléchir à potentiellement aller en transport en commun. Peut-être que le transport en commun, avant qu'il prenne sa voiture, mettait moins de temps, était moins cher sur l'année, etc. Mais ça change pas que pour lui c'était plus confortable d'y aller en voiture. Et à ce moment-là, il y a ce levier de la contrainte qui joue, donc c'est pour des raisons économiques, écologiques, voilà. Mais c'est pas du tout vendable, et les gens l'entendent pas. Mais je crois qu'on est en train de tomber dans l'écologie punitive. Voilà, c'est attention. Ça. En fait, ça fait de l'écologie. En fait, quand on parle à des ingénieurs de mobilité, pour eux, ça leur paraît clair. Hein. Ils disent un des moyens de limiter, par exemple, le déplacement des voitures en ville, c'est de limiter des places de parking, parce que les gens, à force d'avoir tourné 2-3 fois pendant 40 minutes autour d'un point, ils prendront les transports en commun. Et des choses qui vous paraissent potentiellement absurdes de politiques publiques qui sont mises en place ont véritablement cet aspect logique et les ingénieurs de mobilité ou les scientifiques qui bossent là-dessus. Donc là, on est vraiment dans un complot. C'est les politiques font des choses sans le dire et ils sont tous d'accord, tout le monde le sait. C'est ça. Voilà, le complot qu'on n'a pas vu venir. La dernière expression qui est revenue assez souvent, c'est quand même celle de cage à lapin. Là, on est clairement dans la peur de la promiscuité. Et c'est vraiment une chose que le confinement a montré. C'est qu'en fait, c'est pas tant la densité qui pose problème que la promiscuité au sein des logements et des aménités urbaines autour du logement. Et en fait, on a construit des logements de façon plus ou moins systématique, standardisée, avec peu de réflexion finalement sur la qualité de l'habitat. Et donc aujourd'hui, la densité, globalement, elle est socialement peu acceptable parce qu'on l'associe aux cages à lapins des grands ensembles des années 50, 60 notamment. Il y avait même eu un terme à l'époque, on appelait ça la sarcellite, c'est-à-dire par référence à la ville de Sarcelles, c'est-à-dire voilà, on était dans des cases, c'était l'aliénation la plus totale comme mode de vie. Et donc voilà, le confinement a permis de comprendre qu'en fait on avait besoin de réfléchir sur la qualité du logement, l'accès à un extérieur, et que si c'est pas un extérieur privatif, que ça soit un extérieur collectif, donc la qualité des espaces publics. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de mouvements quand même qui prennent conscience de la nécessité d'avoir une approche beaucoup plus qualitative et moins quantitative. Dans notre épisode, nous avons essayé de préciser que les grandes tours et les grands ensembles ne sont pas forcément une bonne manière d'envisager la densité. Du moins, pas celle des années 70, qui de toute manière ne sont pas si denses que ça. Il ne s'agit pas de rajouter de la densité dans des endroits déjà denses. En fait, il est presque impossible de rendre Paris ou la plupart des centres-villes français plus denses. Au contraire, le problème des hyper-centres-villes, c'est limite de diminuer un tout petit peu cette densité, en tout cas d'avoir un peu plus d'espace vert. Et la densification, c'est surtout pour toutes les villes dortoirs qui se sont développées depuis les années 80. Des communes de plusieurs kilomètres carrés qui sont très étalées, qui peuvent avoir une population de 2 à 20 000 personnes, mais où en fait, tout le monde vit tellement loin les uns des autres qu'il peut être impossible d'y construire des transports en commun assez efficaces, et puis qu'il peut être aussi très difficile pour les habitants de se rendre au centre du village à pied. Un exemple de ça, c'est Saint-Gély-du-Fesque. C'est une commune de 10 000 habitants à 10 km au nord de Montpellier. Une ville dans laquelle il va être assez difficile de faire du transport en commun efficace. D'abord, la ville en soi est assez grosse pour avoir une ligne de bus qui puisse passer, je sais pas moi, toutes les 15 ou 30 minutes et qui fonctionne un peu la nuit aussi.
Mais une bonne partie des habitants de Saint-Gelais-du-Fesque sont à plus de 20 minutes à pied du centre-ville, où se trouverait l'arrêt de bus, et il faut en plus que ce bus emprunte une route qui est déjà congestionnée. Donc ça veut dire qu'ils ont acheté une maison dans le village pour être à 30 minutes du centre de Montpellier en porte-à-porte avec une voiture, mais qu'en transport en commun, ces mêmes personnes se retrouvent à devoir marcher 20 minutes, à faire 30 minutes de bus pour arriver dans le centre ou dans une zone d'activité où ils doivent encore marcher. Dans ces conditions, il est assez difficile de faire en sorte que les transports en commun rivalisent avec la voiture, surtout quand ils doivent emprunter les mêmes routes. Et c'est pour ça que la question de la densité est centrale, surtout dans les grands villages et les petites villes. Donc non, le but c'est pas de faire en sorte que tout le monde vive dans des cages à lapins, c'est surtout de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à des services au quotidien, et ça, facilement, et sans que ça leur coûte énormément d'argent. Maintenant, je peux que le répéter ici, mais l'enjeu est énorme, et pourtant il est évoqué que de manière assez détournée dans l'élection présidentielle. Heureusement, cette élection, c'est pas le seul levier que vous avez sur ces questions. Si on a effectivement besoin de stratégie nationale, il se passe aussi beaucoup de choses au niveau régional, départemental ou communal. Ça peut vraiment valoir le coup de s'intéresser à ces politiques locales, et c'est une bonne manière aussi de faire en sorte que vos convictions soient entendues. L'autre chose qui compte beaucoup pour nous, c'est de remercier toutes les personnes qui ont aidé à réaliser ces lives, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne Twitch. Merci aux tipeurs, aux modérateurs, aux invités, et merci à vous aussi pour vos commentaires et vos questions. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce type de vidéo, sachez que si 1% des abonnés de Stupid Economics contribuent d'1 € par mois, nous pourrons continuer de les produire. C'était Stupid Economics. Sur ce,